Les actes sonores de l'Observatoire Sésame. Maintenant que nous commençons à mieux cerner qui s'engage et pourquoi, ce deuxième chapitre est consacré à la manière dont les élus vivent cet engagement. On le sait, souvent, être élu, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Quels sont les défis à relever ? Quelles sont les difficultés et les conditions de réussite pour vivre pleinement son mandat ? Chapitre 2. Vivre son engagement. Vivre son engagement, être engagé, c'est d'abord plein de choses positives, le fait de travailler en collectif, le fait d'apprendre des choses, etc., etc. Donc ça, c'est évidemment quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord. Je rencontre au cours de mes enquêtes des gens qui sont heureux, qui sont passionnés, qui même s'il y a plein de difficultés, le referaient avec plaisir. Vous avez compris, je pense déjà dans ma première partie, moi mon objectif c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait encore plus d'élus, encore plus de personnes qui veulent y aller, encore plus de j'ai envie qu'on se batte aux élections professionnelles, qu'on croule sous les demandes. Et donc je vais plutôt mettre l'accent sur les difficultés, plutôt pour dire en fait sur quoi est-ce qu'il faut qu'on travaille pour que la vie d'élu elle soit plus facile et donc qu'on en ait davantage. La première difficulté que je vois au cours de mes enquêtes, c'est la question de la centralisation des décisions, des négociations et finalement du travail d'élus. Ce que l'on voit, alors c'est vrai en France depuis les années 80, mais ça s'est beaucoup renforcé ces dernières années, c'est une forme de centralisation des décisions. Alors ce que je peux vous dire peut vous paraître assez paradoxal, parce que si vous avez suivi un peu tous les débats autour des ordonnances travail, etc., l'idée c'est de décentraliser les décisions vers les entreprises. En gros, l'idée de toutes les politiques publiques depuis les années 80 et beaucoup avec El Khomri puis Macron, c'est de dire qu'il faut que les décisions se passent au plus près de l'entreprise. Le problème, c'est qu'on n'a jamais défini l'entreprise et que ce qui se passe sur le terrain, c'est que quand on a des grosses entreprises, les décisions, en fait, elles se prennent au siège, elles se prennent à Paris. Et en fait, il se passe quasiment plus rien dans les territoires. Et donc, évidemment, avec le passage au CSE, dans les territoires, on n'a plus la délégation du personnel, on n'a plus le CHSCT, etc., etc. Et donc, on voit une forte centralisation des décisions. Et pourquoi est-ce que ça pose un problème ? Parce que dans les territoires, vous avez évidemment aussi des élus. Sauf que ces élus, ils se sentent complètement dépossédés. Vous avez donc David, par exemple, dont je vous ai mis un extrait d'entretien, qui lui est dans un territoire, il est à Lyon. Et il explique qu'en fait, quand lui, il va voir son directeur de proximité, son directeur d'établissement, et qui dit il faudrait qu'on ouvre une négociation sur ci ou ça, il faudrait, etc. En fait, on lui dit non, tout se décide à Paris. Ici, on peut rien faire. Et donc, dans cette entreprise, on a une horde d'élus qui sont sur les territoires et qui finalement n'ont plus aucune marge de manœuvre. Deuxième type de difficulté, là encore, ça va être en lien avec la manière dont sont constituées en fait les entreprises aujourd'hui, notamment les grosses entreprises. Vous savez, en France, le principe que quand on fait le même travail, on a le même salaire. C'est ce qu'on appelle dans la loi le principe d'égalité de traitement. Donc normalement, si vous avez le même employeur et que vous avez le même poste, vous avez les mêmes conditions de travail, les mêmes conditions d'emploi. Sauf qu'en fait, ça, c'est très souvent faux. Moi, j'ai par exemple enquêté dans des entreprises publiques, dans les anciennes entreprises publiques. Et vous voyez bien que vous avez des gens qui sont fonctionnaires et puis des gens qui sont en CDI. Et donc ces gens-là, en fait, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail, ils n'ont pas les mêmes conditions d'emploi. Mais sous la plupart du temps, ils ont les mêmes organisations syndicales, ils ont les mêmes CSE. Et donc on a une difficulté assez importante pour les élus de CSE et pour les délégués syndicaux, finalement à mobiliser des travailleurs qui n'ont pas les mêmes intérêts parce qu'ils n'ont pas, les mêmes conditions de travail, ils n'ont pas les mêmes conditions d'emploi et donc ils n'ont pas envie d'aller sur les mêmes éléments. Je vous donne un exemple dans une ancienne entreprise publique que j'ai anonymisée en courrier, mais bon, sans doute, vous allez bien comprendre quelle entreprise se cache derrière ça. Vous avez vu, je vous l'ai pas dit, mais j'anonymise toujours les entreprises et les personnes. C'est quelque chose auquel on s'engage quand on fait de la recherche académique. Et donc, dans cette ancienne entreprise publique, courrier, en fait, on a des distinguos selon si on est fonctionnaire ou selon si on est contractuel. On n'a pas les mêmes grilles salariales, on n'a pas la même gestion de la santé, donc en termes de prévoyance, de mutuelle, et évidemment, on n'a pas la même manière de calculer la retraite. Donc c'est souvent ces trois éléments qui reviennent, salaire, santé et retraite.
Et évidemment, ce que nous explique donc là Sophie, qui elle qui est une élue, mais donc qui a le statut de fonctionnaire dans cette entreprise publique, c'est qu'il y a une espèce de guéguerre assez classique en France, mais qu'on retrouve du coup elle dans sa communauté de travail entre les fonctionnaires et les contractuels. Et en fait, ça va pas seulement se limiter aux anciennes entreprises publiques. On voit ça par exemple aussi dans les entreprises qui se rachètent mutuellement. Quand vous avez une entreprise qui rachète une autre entreprise, mais elle n'a pas la même convention collective ou elle n'a pas les mêmes accords, très souvent, ça va se juxtaposer. Et donc, vous allez avoir le même employeur, mais comme vous étiez avant dans cette entreprise et que vous avez rejoint celle-là, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions de travail, les mêmes conditions d'emploi. Ces problématiques en termes de communauté de travail, on va les retrouver un peu de manière assez proche quand, de la même manière, on va travailler ensemble au quotidien, mais là, pour le coup, avec des employeurs différents. On a ça notamment, alors ça fait peut-être partie de ce que vous vivez au quotidien dans vos entreprises, plein d'entreprises qui travaillent avec des intérimaires, mais des intérimaires en contrat long. Vous savez que depuis quelques années, il existe ce qu'on appelle, pléonasme, un CDI intérimaire. Et donc, vous avez des gens, ça fait des années qu'ils travaillent avec vous, mais en fait, ils sont intérimaires, donc ils n'ont pas les mêmes contrats, ils n'ont pas le même employeur, et donc, à nouveau, pas les mêmes élus, etc., etc. Donc ça, c'est un peu ces trois éléments qui rendent en fait compliqué pour un élu la gestion de sa communauté de travail, parce qu'on n'a pas forcément le même employeur, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes conditions de travail et d'emploi, etc., etc. Donc au quotidien, en fait, cette idée qu'on va défendre une communauté de salariés qui a tous les mêmes intérêts, au quotidien, en fait, on voit pas forcément toujours ça. Deuxième groupe de problématiques sur lequel j'arrive maintenant, c'est la question des moyens. Ce que je vois beaucoup dans les enquêtes que je conduis sur le terrain, c'est des élus qui n'ont pas suffisamment de compétences, de formation pour faire tout ce qu'on demande à un élu. La première chose, c'est en termes de connaissances, de compétences. Quand on regarde les chiffres, il y a seulement un tiers des élus, à peu près un peu plus d'un tiers, qui reçoit une formation en lien avec son mandat électif. Or, vous avez dû le suivre en tant qu'élu, on a des lois qui changent tout le temps, on a une activité juridique en France qui est gigantesque, on a eu avec le passage au CSE un élargissement très fort des domaines de compétences des élus. Avant, vous pouviez être spécialisé, maintenant il faut presque tout savoir. En fait, de plus en plus, on parle, comme on le fait dans le langage nord-américain, vous savez que en Amérique du Nord, les élus, c'est des professionnels, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ne font que ça. Alors qu'en France, on avait toujours l'idée qu'on avait des salariés qui allaient pendant un temps remplir la fonction d'élu, mais que voilà, c'est pas ça leur vrai travail. Depuis quelques années, on parle vraiment d'un métier d'élu, d'une carrière d'élu, et avec de plus en plus d'élus qui deviennent des élus professionnels parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Deuxième élément sur la question des compétences, des ressources pour faire son activité, c'est le manque de moyens humains. Alors ça, c'est pareil, le passage au CSE a énormément accentué ce manque de moyens humains puisque vous avez dû le vivre. Si vous étiez élu de CE et qu'aujourd'hui vous êtes élu de CSE, en pourcentage ou en nombre, combien vous avez perdu d'élus ? Moi, dans les entreprises dans lesquelles j'enquête, ces deux dernières années, j'ai beaucoup enquêté dans des très grandes entreprises. Dans les très grandes entreprises, en général, il y a eu quand même des très bons accords pour le passage au CSE. Quand on a des très bons accords, en général, on perd 30% de moyens. Donc, c'est déjà gigantesque. Dans les entreprises plus petites où il n'y a pas des bons accords, ça peut aller jusqu'à au moins 50% de moyens en moins. Pour faire la même chose. Autre élément il me semble que c'est vraiment un problème de moyens aussi. C'est la difficulté qu'on voit, notamment pour les femmes, à exercer les mandats. Alors, ces problèmes de formation, ces problèmes de moyens humains, ils sont pour tout le monde, mais on a l'impression que les femmes, il leur manque souvent quelque chose, que c'est plus difficile pour les femmes d'exercer des mandats, d'avoir des carrières syndicales. Alors, ça se comprend assez bien. Je sais pas, à nouveau, on pourrait voir là parmi les participants quelle est la part des hommes et des femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes dans les élus, il y a beaucoup plus d'hommes dans les syndiqués. Et ce qu'on voit quand dans les enquêtes qui enquêtent notamment sur les militantes et sur les carrières femmes, c'est qu'on se heurte quand même à des milieux syndicaux et des milieux d'élus qui sont souvent en partie, alors c'est évidemment pas partout, vous ne vous sentez pas visé, mais qui peuvent être sexistes
Et on voit beaucoup ça. Alors, et dans lesquels soit les femmes sont pas forcément les bienvenues, soit on va avoir une division sexuelle du travail syndical. C'est-à-dire que finalement, certaines femmes élues vont être cantonnées dans certaines tâches, les tâches les plus administratives, tandis que c'est plutôt les hommes qui vont être dans les tâches de représentation. Quand on a finalement quelqu'un qui doit écrire le PV et quelqu'un qui doit aller négocier pied à pied avec le directeur, et ben on va plutôt envoyer l'homme négocier, plutôt la femme écrire le PV. Je caricature, mais on trouve beaucoup ça. Et donc, chez les femmes, ces difficultés à s'imposer encore plus fortes. Déjà qu'on n'a pas les formations, pas les moyens, et c'est des difficultés encore plus importantes chez les femmes. Voilà. Et puis donc un dernier élément sur lequel donc on est venu tout à l'heure grâce à la question de l'un d'entre vous, c'est l'entrave qui est faite aux élus quand ils s'engagent. Il y a une vraie discrimination des engagés. Ça, c'est quelque chose qui est largement documenté, à la fois statistiquement, empiriquement. Les carrières sont très souvent freinées par les mandats. Et donc, ça peut constituer un motif pour pas s'engager, mais très souvent, comme je le disais tout à l'heure, on s'en rend compte en cours de mandat. Et moi, ce que je vois, c'est plutôt des gens qui se sont engagés et qui, en cours de mandat ou à la fin d'un mandat, vont pas renouveler leur mandat à cause de ça. Ils disent, voilà, moi, j'ai donné 4 ans au collectif. Ça fait 4 ans que j'ai pas changé de poste. J'ai quasiment pas eu d'augmentation salariale. Vous savez, en général, on vous augmente de la moyenne, mais on prend pas du tout en compte votre travail syndical. Et donc, c'est souvent une sortie précoce des mandats. Moi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que quand on a un mandat, on apprend énormément de choses. Je reviens sur la question des compétences dont on a besoin, mais en général, quelqu'un qui prend un mandat, il apprend beaucoup de choses. Parfois, il va gérer une équipe, etc., etc. Et en fait, toutes ces compétences qu'on acquiert en étant élu, elles sont pas du tout reconnues dans la carrière, alors pas du tout. Il y a des endroits où ça l'est, mais la plupart du temps, elles sont mal ou peu reconnues dans les carrières. Oui, effectivement, beaucoup de questions. Alors surtout des contributions sous forme de remarques qui vont un petit peu dans le sens de ce qui vient de se dire sur la question des moyens, avec un mandat CSE qui fait appel à une grande diversité de connaissances et des postures de polyvalence accrues. Une diversité des tâches où beaucoup d'internautes nous précisent qu'il y a un peu le sentiment d'une déperdition dans l'engagement sur les actions plus ponctuelles. Donc, quid de la reconnaissance, notamment auprès des salariés, où on ne discute plus localement avec un effet de centralisation accru. Bon, la complexité du droit du travail, nous précisent certains internautes. La professionnalisation du mandat, on a aussi une participante qui nous parle d'élitisme. Voilà. Ensuite, quelques questions donc autour de la valorisation des compétences. Donc, normalement, on devrait avoir un atelier demain, si je me trompe pas dans le programme. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut valoriser les compétences acquises? Est-ce qu'il y a encore des constats de carence importants sur le passage CSE? Et puis, 2 questions. Alors, une question sur, on parle beaucoup de la compétence des élus, mais qu'en est-il de la compétence de la communauté RH? Et puis un internaute qui nous souligne qu'une formation collective des élus serait pertinente notamment pour travailler sur les projets CSE, organiser le travail collectif et construire la stratégie des élus. Et enfin une dernière remarque plutôt pertinente sur la question du genre. Il est encore difficile d'être femme, mère et élue pour évoluer en entreprise. Alors merci pour toutes ces contributions qui effectivement vont dans le sens de ce qu'on voit à la fois dans les chiffres statistiques et puis de ce que je vois moi aussi sur le terrain. Alors, je trouve que c'est intéressant de s'interroger aussi côté RH. C'est-à-dire que ce que j'ai pointé notamment sur la perte de sens des élus au niveau local, ce que j'ai pointé sur la difficulté à suivre les évolutions du code du travail, etc., c'est des choses qu'on retrouve aussi au RH, au niveau RH. Et donc, par exemple, quand j'avais fait une enquête sur le secteur des télécommunications, donc dans la très très grande entreprise de 80 000 salariés dont je vous ai parlé tout à l'heure, on regardait on enquêtait à la fois sur les élus au niveau du siège et dans les territoires, et sur les RH au niveau du siège et dans les territoires. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est un peu la même chose que ce qu'on voit nous dans les branches côté élus, c'est que
Les RH dans les territoires, je vous l'ai dit, ils ont quasiment plus de marge de manœuvre. On leur dit les accords, etc. Ça se négocie au niveau du siège. Ensuite, vous réimpactez. L'information consultation, ça se passe au niveau du CSE central. Les CSE locaux, vous faites de l'information et c'est tout. La consultation, elle se fait qu'en haut. En gros, il y a vraiment cette idée de dépossession au niveau du territoire qui va se retrouver partout. Et puis, j'ai peut-être juste une dernière réaction sur la question du genre. Effectivement, quand on voit que les charges domestiques sont encore prises en charge aux 2/3 par les femmes, c'est déjà effectivement compliqué d'être mère de famille, de faire carrière. Et quand en plus on se rajoute des mandats, et quand en plus ces mandats sont pas toujours très bien accueillis dans une communauté masculine, dans certains secteurs en tout cas qui sont masculins et qui ont du mal à faire monter des femmes en responsabilité, ça peut effectivement être compliqué. Peut-être je laisse le temps pour des questions. Ok, une question rapidement pour pouvoir garder le timing. Jordan, si quelqu'un veut prendre la parole. Nous avons Marie-Aude. Oui, bonjour. Marie-Aude Grimont, journaliste pour Actuel CSE. Je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est extrêmement prégnant avec un reportage que j'ai fait il y a 2 semaines où je me suis rendue à la Journée internationale du droit des femmes et j'ai rencontré des femmes syndicalistes et je leur ai justement posé la question de leur engagement, comment c'était venu. Et en fait, j'ai assez vite constaté, alors j'en ai rencontré 5-6, souvent elles m'ont dit, moi, j'ai pu m'engager quand j'avais 4 enfants, mais il y en a 3 qui sont partis, j'en ai plus qu'un, mais il a 19 ans et commence à être autonome. Et donc, très souvent, elles disent que effectivement, elles commencent à s'engager quand elles ont beaucoup moins de charges de famille, parce que c'est effectivement encore le partage des tâches qui pose problème. Et la deuxième chose qui est revenue, c'est plus facile quand le conjoint est lui aussi engagé syndicalement. C'est-à-dire qu'il y en a une qui m'a dit, mon conjoint était d'accord. Soit parce qu'il était ouvert à l'engagement syndical, soit parce qu'il était lui-même élu. Et donc c'est vraiment beaucoup ça qui est ressorti. Je leur ai demandé aussi si elles voyaient des femmes plus jeunes prendre le relais, parce qu'elles avaient, elles, peut-être en moyenne, je dirais, entre 48 et 60 ans. Et elles m'ont dit, non, on voit pas de jeunes femmes prendre le relais, c'est assez inquiétant. Et le dernier point qui ressortait, c'était que c'était souvent des femmes qui militaient dans des syndicats de profession féminine, c'est-à-dire dans le soin ou dans le commerce. Et quand je leur demandais, mais est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce qu'il y a des hommes à l'intérieur du syndicat qui vous ont freiné? Dit non, parce qu'on est quasiment que des femmes. Donc en fait, alors est-ce qu'en miroir, on peut en déduire que dans des professions plus masculines, elles ont plus de difficultés? Là, pour le coup, il faudrait faire une autre enquête. Je pense qu'on peut pas le déduire comme ça de but en blanc. Mais voilà, c'est des éléments qui sont ressortis comme ça naturellement et qui donnent beaucoup de résonance à ce que vous dites. Merci beaucoup pour ce partage. Et je vous renvoie vers les enquêtes de Sophie Bayrou, notamment, de Cécile Guillaume aussi, qui ont travaillé sur la syndicalisation dans les milieux masculins. Et on voit bien, notamment, il y a une belle enquête qui a été faite au moment d'un conflit dans une usine d'ouvriers. Alors, je ne sais plus si c'est de l'industrie automobile, mais en tout cas, très masculin. Et donc, les femmes ont envie de participer. C'est notamment les femmes qui sont dans toutes les fonctions support, elles ont envie de participer. En fait, elles sont même pas accueillies. C'est-à-dire, on dit, mais en fait, c'est pas votre combat, c'est notre combat à nous. Et donc, alors, bien sûr, c'est poussé, mais on a vraiment, je pense que votre hypothèse de dire que on arrive à militer quand on a une femme dans des milieux féminins et que c'est beaucoup plus difficile dans des milieux mixtes ou masculins, elle est assez documentée par les sciences sociales en tout cas. Retrouvez la suite de la conférence de Camille Dupuis dans le chapitre 3, Susciter des vocations.